Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je dois partager l'écran, m'a-t-on dit, ce que vous allez peut-être voir incessamment sous peu. Voilà, ben oui, je vais en effet vous parler d'un peu plus de géologie, une approche davantage géologique quant à cette problématique envisagée ce soir, et d'autres compléteront évidemment le propos pour le débat qui s'en suivra. Comme d'habitude, je vais commencer en vous disant que votre prof d'histoire, que ce soit l'école primaire ou secondaire, il vous a déjà dit que toute société humaine se base sur les minerais, les techniques et les produits. L'âge de la pierre, puis on est passé à l'âge du cuivre, on a exploité du cuivre, puis il y a quelqu'un qui s'est dit je mettrais bien un autre métal dans le cuivre, on est passé à l'âge du bronze, et puis on est arrivé à l'âge du fer, et nous sommes actuellement en train de quitter lentement, trop lentement sans doute, les âges des combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz, et nous sommes entrés dans l'âge de l'électron où on a abondamment diversifié les matières extraites du sous-sol. On extrait en fait tous les éléments du tableau de Mendeleïev aujourd'hui. On a augmenté la quantité, on extrait autant ces 30 dernières années que depuis toute l'histoire de l'humanité, et on a augmenté le coût inhérent à cette extraction. Pour vous montrer à quoi ressemble la diversité et la quantité de matières que l'on peut extraire aujourd'hui. Le coût, voici le cours du cuivre au cours de ces quelques dernières décennies, et vous voyez assez aisément qu'au début des années 2000, le cours du cuivre a fortement augmenté, associé à une forte demande des pays émergents notamment, mais aussi, et on oublie de le dire souvent, à une offre qui était restée assez limitée, puisqu'il y a eu des faibles investissements dans les prospections géologiques, mais aussi des faibles investissements, notamment dans les universités, quant à cette thématique. Je vous propose de regarder ce soir 3 produits usuels qui sont directement associés à des ressources du sous-sol, les produits énergétiques, le high-tech, et j'ai choisi également un produit dont on parle sans doute moins, qui est le verre. Alors, premier produit, l'énergie, voici la production totale nette d'électricité en Belgique, et vous voyez assez facilement que c'est à peu près 40% de nucléaire et 35% en 2018 encore, je ne vous parle pas de choses préalables, c'est bien en 2018, d'énergie fossile, gaz, pétrole, charbon. Donc, si vous faites 100 km en train, et ce train est alimenté par l'énergie électrique, vous avez 40 km qui est associé à de l'uranium extrait du sous-sol et 35 km qui sont associés à du carbone, des combustibles fossiles. C'est cela dont on parle quand on parle de l'énergie, de la production nette d'électricité en Belgique. Et si vous voulez en savoir un peu plus à ce niveau, je vous recommande d'aller jeter un œil sur ce rapport auquel on a contribué sur les objectifs de développement durable au niveau wallon. Et vous y lirez, comme c'est mentionné en bas à droite, que depuis l'année 2000, avec 2,8% de consommation finale, tout à l'heure je parlais de production, de consommation finale brute, on en est maintenant à 12,5%. Alors, pour ceux qui verront le verre à moitié plein, vous voyez que la progression est significative. Pour ceux qui verront le verre à moitié vide, et en l'occurrence à 7/8 vide, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que 12,5% de cette énergie durable. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on a aussi pas mal de ressources extraites du sous-sol. Ça alimente maintenant les médias depuis une dizaine d'années avec beaucoup d'éléments de type terres rares. Vous voyez les éléments du tableau de Mendeleïev qui sont en bas dans le tableau. 15 ou 17 éléments si vous y ajoutez l'yttrium et le scandium, ainsi que de l'argent pour des éoliennes. On a besoin d'énormément de métaux, de l'indium, du gallium, du cuivre, beaucoup de silicium également pour les panneaux photovoltaïques. Et pour les véhicules hybrides, on a besoin pas mal d'éléments terres rares, également du cobalt et d'autres éléments également. Ainsi, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est publié déjà depuis une dizaine d'années, les géologues ont mis en évidence que la quantité de métaux nécessaires pour les énergies renouvelables est beaucoup plus élevée que la quantité de métaux pour les énergies carbone-uranium. Mais pour ces énergies renouvelables, il n'y a pas besoin de carbone et d'uranium ou très peu. Pour le high-tech, même principe, on a besoin d'énormément de matières extraites du sous-sol, que ce soit au niveau des terres rares, mais par exemple pour les smartphones, du cuivre, de l'or, du tantal, le coltan dont vous avez certainement déjà entendu parler, à ne pas confondre avec le cobalt, un autre élément du tableau de Mendeleïev, le lithium, l'indium et bien d'autres, une cinquantaine de métaux nécessaires pour chaque smartphone. Ainsi, la Banque mondiale a déjà depuis quelques années attiré l'attention sur le rôle croissant des minéraux et des métaux pour les technologies low carbone dans le futur, en montrant, par exemple, pour des éoliennes, qu'elles soient orientées ou non, la nécessité de plusieurs métaux, et il en va de même
pour les technologies du photovoltaïque. Et pour le verre, on en parle sans doute moins, mais on a aussi besoin de beaucoup de matière extraite du sous-sol. Il faut déjà générer une verrerie, donc il faut la construire. Et pour faire le verre, il va falloir beaucoup de silice en grains, ce que l'on appelle le sable. Mais pour se cuire et fondre ce sable, il va falloir un four, donc il va falloir de la terre avec plusieurs métaux. Pour que le four ne fonde pas lui-même quand il est en train de subir la fusion, on y insère des briques réfractaires. Ces briques réfractaires, elles auront besoin de silice en roche et de pas mal de phyllosilicates associés qu'on va extraire du sous-sol. Pour permettre que tout cela puisse fondre, on va avoir besoin de carbonate de soude et de toute la chaîne de la chimie, notamment avec du calcaire, avec du sel, que plusieurs sociétés peuvent fournir. On aura besoin d'un stabilisant qui est la dolomie. Et on aura besoin de plusieurs autres matières extraites du sous-sol si l'on veut avoir des verres plus ou moins techniques. Donc vous voyez que pour un produit finalement assez usuel, un verre, on aura besoin d'énormément de matières extraites du sous-sol qui sont méconnues et dont certaines de ces matières sont extraites également en Wallonie. Alors, retrouver ces matières, pour la grande majorité d'entre elles aujourd'hui, ces matières proviennent de compagnies minières qui exploitent de façon multinationale des majors, des juniors, avec des permis d'exploiter qui, dans certains pays, sont crédibles, associés à des études d'incidence robustes, ce n'est pas le cas dans tous les pays, et avec des impacts dont Monique Muntig vous parlera dans les exposés qui suivent. Une autre manière d'alimenter ces ressources du sous-sol, notamment les métaux, c'est par les exploitations artisanales, ce qu'on appelle pudiquement les creuseurs artisanaux, qui, à titre indicatif, alimentent environ 20% du cobalt en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo qui alimente elle-même à peu près 60% de la production mondiale. Et vous voyez sur ces photos que les creuseurs en question, ils remplissent des sacs avec les minerais de façon tout à fait artisanale, parfois la nuit, parfois la journée. Ces sacs peuvent être remplis et alimentés par des enfants. Le tri du minerai peut se faire, et vous voyez que le contremaître local est attentif. Ces sacs peuvent être emportés par les enfants, et vous connaîtriez sans doute la malachite présente dans ces sacs. Les sacs sont ensuite transportés dans des coffres des voitures. Les voitures transportent les sacs vers des camions, et nous restons d'ailleurs à ce moment-là dans notre voiture. Ces camions vont ensuite devant ce type d'infrastructure. Vous voyez qu'il est écrit aluminium, bronze, zinc, radiateur, vieux cuivre, etc. Et on se demandait c'était quoi les deux tuyaux que vous voyez sur la gauche de la photo. C'est en fait les hauts fourneaux locaux et vous reconnaissez les sacs en question qui sont stockés. Et ces hauts fourneaux vont de façon artisanale générer des lingots artisanaux qui sont bien évidemment différents des lingots des compagnies minières. Ceci représente environ 500 000 à 2 millions de creuseurs. C'est une étude qui avait lieu il y a déjà quelques années et qui assure un revenu, des guillemets un revenu, à environ 10 millions de personnes. Si vous voulez davantage d'informations, je vous renvoie à l'article d'un collègue, un article qui va sortir dans l'Académie royale des sciences d'outre-mer sur l'exploitation associée au cobalt, pas au coltan, au cobalt, et notamment la réduction du dialogue exclusif entre l'État et les compagnies minières multinationales. On va un peu plus au nord en Afrique, on se situe pas loin de zones montagneuses et vous voyez à bord de la route à nouveau des gens qui creusent. Alors ils n'en sont pas à leur premier trou et ils creusent avec les moyens du bord et ils exploitent ce type de cailloux, malachite, azurite, on est dans des minerais de cuivre, qu'ils vont alimenter dans des sacs. Et vous voyez que les sacs vont ensuite être mis sur des ânes. Les ânes vont transporter les sacs vers les coffres des voitures et les coffres des voitures et les voitures transportent ces sacs sur des camions qui quittent les sites en question. Ainsi donc, on peut se demander si les ressources géologiques qui manifestement sont non renouvelables, puisque pour générer un tel gisement, il va falloir beaucoup de temps, sont-elles compatibles, ces ressources, avec un développement durable, que vous mettiez ce développement durable sur ces trois piliers classiques, social, environnemental, économique, que vous y rajoutiez la participation citoyenne ou que vous le mettiez selon une soutenabilité forte avec la nature qui englobe le social et qui englobe l'économique? La réponse, a priori, serait non. Elle est sans doute à nuancer puisque certains collègues vous signaleront que Homo sapiens n'a jamais épuisé une seule de ses ressources du sous-sol. Quand on a quitté l'âge de la pierre, il y avait encore des pierres. Quand on a quitté l'âge du cuivre, il y avait encore du cuivre. Quand on a quitté l'âge du fer, il y a encore du fer. Et je plaide pour qu'on quitte le plus tôt possible l'âge des combustibles fossiles en laissant un maximum de combustibles fossiles. Ainsi donc, un des éléments de solution pourrait venir de cette économie circulaire. Très souvent, quand on parle d'économie circulaire, on a en tête le mot recyclage.
Pour rappel, l'économie circulaire, c'est 3 domaines, offre, demande et comportement et gestion des déchets, et 7 piliers. Un de ces piliers, c'est en effet le recyclage. Donc, on va essayer aujourd'hui de vous parler de ces 7 piliers avec l'extraction, l'exploitation. Je vais vous en parler avec une relocalisation de certaines extractions. D'économie, de consommation responsable, Monique va vous en parler, je vais très brièvement vous en parler, ainsi que de réutilisation, de réparation et de recyclage. Et Florian vous parlera d'une approche davantage liée à l'offre et à l'économie. Alors, relocaliser, c'est-à-dire relocaliser ces extractions dans des circuits courts, c'est-à-dire les extraire là où elles seront utilisées et consommées, ça se base sur 2 arguments. On importe énormément de matières premières et c'est par millions de tonnes évidemment dont on parle, et ceci génère des coûts et des impacts financiers et environnementaux colossaux. Il faut transporter ces matières, ce sont des matières lourdes, et d'autre part, l'Union européenne est largement dépendante de matières premières étrangères, c'est d'actualité par ailleurs, et ces matières premières sont importantes pour le développement de l'innovation et l'innovation dans des technologies environnementales. À tel point que l'Union européenne a décrit une petite vingtaine de matières critiques, notamment les terres rares, mais vous voyez aussi l'indium, le gallium, le cobalt dont nous parlions tout à l'heure, les phosphates, le tungstène. Le lithium ne fait pas partie de ces matières critiques, par exemple, le nickel non plus, le zinc non plus. C'est basé sur le risque d'approvisionnement d'un côté et l'importance économique d'un autre côté. Alors, si on veut relocaliser en Europe, et pourquoi pas en Wallonie, eh bien, sachez déjà qu'il y a environ déjà 150 sites inscrits en zone d'extraction au plan de secteur wallon, puisque le sous-sol est une compétence régionale en Belgique, et donc sur 16 000 km², on est à 150 sites. Aucun de ces sites, aucun, n'exploite aujourd'hui des métaux. On y exploite de l'argile, des calcaires, des dolomies, des craie, des sables, des schistes. Donc, il n'y a pas de métaux extraits en Wallonie. Mais il y a 150 sites qui extraient d'autres matières, des matières qui vont notamment alimenter les verreries dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, si l'on veut réaménager des métaux et relocaliser, ce sera en Wallonie dans des districts bien connus. La Wallonie a été un très grand producteur de zinc au XIXe siècle, ainsi que de plomb, et vous voyez que ces districts, les ressources, pas les réserves, les ressources sont relativement bien connues. Et il y a eu d'ailleurs déjà dans les environs de la Calamine et Plombières une demande de permis de recherche de minerais de métaux non ferreux par prospection géophysique et géochimique et forage en 2017, de façon à mieux définir, le projet de la société Walzinc voulait mieux définir les réserves plomb-zinc, mais également la recherche de métaux, de nouveaux métaux, gallium, germanium, indium, des métaux particulièrement utiles dans toute une série de technologies. Et donc, le 4 octobre 2017, il y a eu une réunion dans la salle communale de Plombières. Alors, cette réunion ne s'est pas très bien passée pour les responsables de Walzinc parce que, évidemment, pour les riverains et pour la population locale, l'effet NIMBY a pris le dessus. Not in my backyard. Il n'est pas question de venir exploiter dans le yard qui entoure mon habitation. Parce qu'en effet, pour un citoyen, de quelque région qu'il soit sans doute, on peut envisager qu'une extraction, une carrière, une mine, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je me suis livré à ce petit exercice maintenant depuis une quinzaine d'années pour voir comment des riverains me définissaient une extraction. Les premiers termes qui reviennent, c'est ça pollue, ça sent mauvais, ça fait du bruit, c'est assez froid comme environnement. Deuxième vision, il y en a 12, ça détruit la flore et la faune. Vous voyez ici un site en 1996, le même site en 2008. Ça crée un charroi supplémentaire. Pour le citoyen, localement, on est évidemment en dehors d'une vision globale du développement durable. Ici, on est dans une vision locale. Ça détruit le paysage pendant l'exploitation. Ça détruit le paysage après l'exploitation puisqu'on remplit les trous. Ça a été notamment abondamment le cas dans les années 80 dans nos régions. Pour le citoyen, ces extractions, c'est une affaire de grandes multinationales qui alimentent le grand capital et je ne vous ai repris ici que des compagnies belges ou françaises, belges en l'occurrence. C'est pour le citoyen un danger permanent environnemental et sécuritaire. Vous voyez ici un glissement de terrain dans une mine aux États-Unis. J'ai la version wallonne, c'est un peu plus modeste, en 2011. Vous avez également pour le citoyen un danger permanent au niveau économique. On y parle d'alerte à la pénurie, les 26 minerais qui vont nous manquer, le début d'une fin. C'est un stress économique permanent. Certains considèrent cependant qu'on n'est pas dans une pénurie,
Et on est dans une incurie puisque les ressources existent, mais on ne se donne pas les moyens de les exploiter. Ce n'est pas la même chose entre pénurie, où il n'y aurait pas la ressource, et l'incurie, où on ne se donne pas les moyens de l'exploiter. Pour les citoyens, ces notions de mine, de carrière, de minerai, c'est un danger permanent social. Monique Monti qui reviendra dans la troisième partie de cette soirée avec des conscientisations qui commencent à intervenir depuis quelques années seulement sur les conditions sociales de certaines extractions. C'est des tensions géopolitiques permanentes. Je vous montre ici une carte des principales ressources en fer, et vous voyez notamment qu'il y a pas mal de ces minerais de fer dans l'est de l'Ukraine en ce qui concerne les régions proches de l'Europe. C'est des jargons et des connaissances scientifiques un peu barbares. Voici un schéma basique pour des gisements en Scandinavie. C'est pas évident de comprendre le moindre mot de ce qui s'y retrouve. Et même déjà la notion de réserve, et Florian en parlera dans la deuxième partie de cette soirée, la notion de réserve d'un minerai est un horizon technico-économico-temporel qui n'est pas évident à manœuvrer. Et enfin, en Wallonie, et ce n'est pas le cas dans d'autres régions du monde, en Wallonie, eh bien, les notions de mine, de minerais, ça a laissé des empreintes d'immigration, de conditions extrêmes, de germinal, de coups de grisou, de reconversion difficile dans toute une série de secteurs. Ainsi donc, relocaliser en circuit court, ce n'est pas si évident que ça en allait. Alors, on peut envisager de réutiliser, réparer, recycler. En 2017, j'ai acheté cette guirlande de Noël, d'un goût douteux, je suis d'accord avec vous. Et qu'ai-je observé en achetant cette guirlande? Eh bien, un papier qui me signalait qu'il y avait possibilité que l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation des ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Et vous avez alors accès à des systèmes qui réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux dans votre équipement. Donc vous voyez qu'il y a à ce niveau-là également une conscientisation et aussi au niveau des vendeurs. Alors quand on parle de recyclage, il y a quelques petites notions techniques à laquelle on ne va pas échapper, des considérations qui peuvent circonscrire le recyclage. Tout d'abord, il faut une demande logistique en début de chaîne. Donc, il faut que chaque personne apporte dans un endroit, ou dans différents endroits bien identifiés, les matières. Donc, il faut que le gisement soit généré. Ça peut paraître compliqué. Alors, là aussi, un petit retour en arrière. Quand on a commencé les sacs bleus, ça a été toute une émeute pour les bourgmestres locaux qui en ont vu des vertes et des pas mûres, puisque le sac bleu, c'était impossible, inutilisable, inconcevable. Aujourd'hui, il me semble quand même que c'est un processus qui est quand même bien ancré dans les populations. Le sac bleu et générer le gisement, c'est possible. Vous verrez assez facilement que les Belges rapportent aujourd'hui une quantité assez faible de leur téléphone mobile. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez voir dans le tiroir où on met tout, on ne sait jamais, vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce tiroir. Il pourrait y avoir plusieurs téléphones possibles. Deuxième considération technique, il faut que la matière ne soit pas trop diluée dans le produit, parce qu'alors le coût de recyclage devient élevé. Voici une représentation que je dois à mes collègues de l'Université de Liège où l'on voit 52 métaux présents dans un téléphone portable. Le schéma le plus à gauche vous montre des quantités en grammes et vous lisez qu'il y a du lithium, du nickel, du zinc, de l'étain, du cobalt, de l'aluminium, etc. Et vous voyez qu'il est écrit autre 0,59. Pour faire un focus sur ces autres 0,59, on va sur le diagramme du milieu où vous voyez cette fois-ci en milligrammes. Et vous voyez que c'est exposé 600, 500, 400, etc. milligrammes, vous allez voir qu'il y a d'autres métaux, praséodyme, bismuth, or, palladium, zirconium, titane, etc. Et là encore, il y a des autres métaux que vous lirez sur le diagramme de droite, où là, vous allez voir quelques dizaines à quelques unités de milligrammes pour le tungstène, le bore, le fameux tantal, le coltan, le platine, l'indium, etc. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de métaux, mais il y a une très grande diversité et chacun est en quantité très réduite. C'est très compliqué de recycler ce type de produit parce que si vous voulez recycler uniquement, je ne sais pas moi, l'antimoine, il va falloir que vous excluiez tous les autres métaux et ne récupérez que de l'antimoine parce que recycler, c'est pouvoir réutiliser cet antimoine pour un autre processus. Troisième aspect, le recyclage n'est que partiel lors des installations adéquates. Si évidemment, dans certains
certaines usines, notamment d'une compagnie belge bien connue aux environs d'Anvers, eh bien, le recyclage peut se faire dans certaines conditions. Il en va tout autre dans des conditions moins adéquates. Et même avec un taux de recyclage élevé, je prends un taux de recyclage de 90%, eh bien, au premier recyclage, vous avez récupéré 90% du produit. Au deuxième, vous en avez recyclé 90% de 90%, 81%. Au troisième, 73%. Au quatrième, 66%. Au cinquième, 59%. Au sixième, 53%. Et au septième recyclage, alors que le taux de recyclage est de 90%, vous passez en dessous de la moitié. Mais vous avez quand même recyclé la moitié. Donc là encore, chacun y verra le verre à 48% plein ou à 52% vide, mais vous avez recyclé. Alors, ces traitements des déchets en Europe, les données ne sont pas évidentes toujours à trouver. Enfin, vous pouvez observer que de façon générale, de 2008 à 2016, on est passé de 37 à 46% de déchets qui sont soit compostés, soit recyclés, le reste étant incinérés ou répandus. Et donc, là encore, on est dans une amélioration. Mais il faut bien se rendre compte que ça va fort varier d'un produit et d'un déchet à l'autre. Si l'on parle des packaging, on est dans des taux de recyclage assez élevés, de 66%. Si vous êtes au niveau des plastiques, c'est déjà un peu moins élevé. Et si vous êtes dans les e-waste, eh bien là, on est dans un taux de recyclage qui est plus faible. Au niveau de la construction et de la démolition, dans toutes les matières inertes, on est à 90% de matières récupérées. Ici, il est écrit recovered. Alors, environ 10%, ces matières recyclées vont satisfaire environ 10% de la demande en matière de l'Union européenne. Pour certaines matières, par contre, c'est le cas du cuivre et du nickel, on va atteindre 30% grâce à ces matières recyclées. Donc, il y a véritablement des substances qui significativement ont un apport. Au niveau des taux de recyclage des métaux, les données sont assez touchy, elles ne sont pas toujours évidentes à observer. Vous pouvez avoir ce type de schéma que vous pouvez observer, où vous avez dans un téléphone portable, vous allez constater que plusieurs métaux ont des taux de recyclage aujourd'hui relativement faibles, voire quasiment nuls. D'autres métaux, en revanche, vont avoir des taux de recyclage bien plus élevés. Donc, au sein d'un même objet, d'un même déchet, vous pouvez recycler facilement certains métaux, vous pouvez recycler beaucoup plus difficilement d'autres métaux. Et d'autres sites vous diront que l'on parvient à recycler en moyenne 99% des matériaux qui comportent un téléphone. C'est, j'imagine, si vous incluez l'ensemble du plastique et des autres composants qui en font partie. Donc, on peut se tourner alors vers des sites officiels où vous voyez que les taux de recyclage généraux pour les métaux, c'est-à-dire ce qu'on extrait du sous-sol et ce qui va être recyclé réellement, c'est-à-dire réutilisé dans un autre objet, eh bien, va varier d'un métal à un autre et d'un produit à un autre, avec des coûts qui vont être bien plus élevés si vous voulez recycler, lorsque les taux de recyclage sont faibles, évidemment. Recycler du lithium qui est recyclé aujourd'hui à 1%, ça va vous générer des coûts bien plus élevés. Se pose donc la question dont on peut débattre le cas échéant sur les incitants publics, comme ça a été le cas dans d'autres secteurs de la transition. Au niveau du recyclage, je terminerai par un exemple très pragmatique. La société Solvay a ouvert en 2012 une grande usine de recyclage des terres rares à La Rochelle, en France, en 2012. Elle a fermé cette usine de recyclage en 2016, 4 ans plus tard. Et vous lirez d'ailleurs que l'intérêt du recyclage reposait alors sur la sécurité d'approvisionnement en dehors de Chine, combiné à un coût d'accès significativement inférieur à celui des matières. Donc, vous êtes véritablement dans un processus financier et de dépendance vers l'étranger. Si l'on parle de rejeter et de réduire maintenant, bien là, la participation citoyenne joue un rôle essentiel. L'agence, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, vous signalera que la mine urbaine, qui d'ailleurs est un mot qui a un copyright en France, eh bien, la mine urbaine ne pourra pas satisfaire la demande croissante. Et je vais vous exposer ça pour 3 produits. Pour l'énergie, chacun pourra, avec sa participation, voir jusqu'à quel pourcentage une réduction est possible. On estime qu'avec 10%, ça ne nécessite pas d'efforts. Au-delà, ça commence à nécessiter des efforts. On nous vendrait à peu près 1,5 milliard de téléphones portables, dont 2 800 000 rien qu'en Belgique par an. Je vous invite à regarder un site assez bien fait de l'Université catholique de Louvain à ce propos. Et on peut ensuite avoir des réductions différentes quand on parle de raw material par rapport à l'énergie ou par rapport au IT. Donc, en guise de conclusion,
Bien évidemment, on peut envisager cette économie circulaire selon plusieurs possibilités, en relocalisant, mais vous voyez que ce n'est pas si évident, surtout quand ça s'approche de notre yard autour de chez nous, en rejetant, en réduisant, en réutilisant, réparant, recyclant et probablement, je pourrais ajouter, en traçant et légiférant. Et il nous faut, au niveau wallon en tous les cas, puisque pas mal de ces compétences sont régionales, une stratégie publique claire et un service public de Wallonie renforcé. Cette problématique va varier selon le minerai et le type de déchets. Vous avez vu que ce n'est pas tout à fait le même et les problématiques sont assez différentes. On pourrait même dire que ça va dépendre de chaque secteur. Mais c'est une approche clairement systémique. Je vous ai très peu parlé de géologie en fait durant ces 25 minutes. On a parlé d'économie, de social, d'environnemental, de géopolitique, de technologique, d'éthique, de philosophique. Mais le tout, j'insiste, c'est important, sur des bases monodisciplinaires solides et crédibles. Bien sûr, il faut une approche systémique, mais sur des bases solides et crédibles. Je terminerai en vous illustrant cette approche systémique. Voici ce que les géologues disaient en 1980 dans un colloque de géologie internationale à Paris, où le titre du colloque était « Où sont les métaux pour l'avenir ?» Vous voyez que ce n'est pas nouveau, il y a 40 ans, on se posait déjà la question. Et le prologue des actes de ce colloque, rédigé en 1980, commence par une citation de quelqu'un de 1948. Et en 1948, un dénommé M. Roubaud disait « Aujourd'hui, la Terre nous apparaît petite. Elle n'est plus qu'un espace limité dont les ressources sont elles-mêmes limitées. En ce domaine, comme en bien d'autres, l'humanité se trouve donc à un véritable tournant de son histoire. » Si on met cette conclusion pour cette soirée, on est dans le bon. Souhaitons donc que les hommes s'orientent le plus rapidement possible vers une utilisation plus rationnelle, plus pacifique et moins égoïste des matières premières. L'auteur, en 1980, poursuit en disant « Il y a plus de 10 ans, disait donc il y a 50 ans, je faisais partie de quelques-uns qui ont pensé que notre civilisation industrielle allait affronter une crise qui devrait en changer les paramètres, basée sur une course absurde à la croissance dans le gaspillage des ressources naturelles. » Claude Guillemin conclut alors « Je crois donc qu'à présent, 1980, les responsables politiques sont conscients de la gravité de cette crise et parfois, hélas, heureusement dirais-je, des opportunités qu'elle peut offrir. » Mais heureusement, ce colloque est là pour le prouver. Nombre de géologues, on parle bien entre géologues ici, conscients de l'importance humaine de leur métier, plaidaient déjà par leurs travaux pour une gestion plus scientifique et plus juste des ressources du sous-sol. Voilà, je vous remercie de votre attention et je ne peux que vous renvoyer à certains sites, notamment à la formation continue en développement durable de l'Université de Namur, ouverte à toutes et à tous. Merci. Karen. Merci beaucoup, Evan. Donc, nous avons reçu quelques questions. Je vais déjà commencer avec une question qui me semble très pertinente actuellement. Donc, un des participants voulait savoir si la crise du Covid-19 avait déclenché une prise de conscience de la faiblesse des chaînes d'approvisionnement par rapport au secteur minier. Alors, je ne sais pas, mais il y a certainement énormément de matières extraites du sous-sol qui vont directement ou indirectement jouer dans cette chaîne d'actualité, on va dire. Ce que j'ai pu constater, c'est que le cours des métaux a évidemment fortement diminué maintenant. Est-ce que cela va avoir un effet à court, moyen et long terme? Je ne me hasarderai pas à toute prospective. J'ai lu beaucoup de choses sur les cours du pétrole ces 20 dernières années par de nombreux experts et j'ai vu que ça partait souvent dans tous les sens. Ce qui est certain, en revanche, c'est que pragmatiquement, il y a une dépendance. Nous avons en Europe une dépendance sur de très nombreuses matières extraites du sous-sol. Cela ne peut donc que nous encourager à, relocaliser certaines choses et à recycler certains autres produits, ne serait-ce que par intérêt strictement économique ou financier, et je ne suis pas un expert. La manière d'envisager les relations client-acheteur est totalement différente si votre vendeur sait que vous avez des alternatives. S'il n'y a pas d'alternative envisagée et s'il sait que vous n'avez pas d'alternative, la situation économique et la situation de l'acheteur et du vendeur est totalement différente. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des changements à court terme et à long terme à ce propos. On ne peut que le souhaiter, mais vous voyez, en tout cas, j'espère, dans les 25 minutes qui sont passées, que cette situation n'est pas évidente et qu'elle génère des changements manifestes de façon de fonctionner dans une approche qui n'est pas que géologique et qui n'est pas que économique d'ailleurs,
et qui a d'ailleurs, à mon avis, et surtout d'autres thématiques. Merci. Encore une petite question. Nous avons quelques minutes. Une question plus pratique. Que deviennent actuellement les appareils électroniques que nous rapportons au parc à conteneurs? Donc, certains de ces produits, la majorité d'ailleurs, vont soit être réparés, soit être recyclés. Plusieurs sociétés sont actives dans ce domaine et comme je vous le signalais, une proportion non négligeable aujourd'hui, et cette proportion augmente assez vite, je trouve, va être recyclée. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de réutiliser ou recycler, ce n'est pas la même chose. Si on le réutilise, on va en effet le réutiliser soit après une réparation éventuelle, et vous seriez bien étonné, je l'étais moi-même, du nombre d'appareils qui peut être réutilisé, soit directement parfois, soit avec une réparation mineure. Mais recycler, c'est tout autre chose. Recycler, ça veut bien dire que vous reprenez le lithium de votre téléphone portable et ce lithium, il n'y a que du lithium, il n'est pas mélangé avec un autre élément. Il va être utilisé pour fabriquer un autre produit, voire un autre téléphone portable. C'est bien ça, recycler. Ce n'est pas casser votre téléphone en tout petits morceaux millimétriques. Ça, ce n'est pas recycler. Ça, c'est casser le téléphone. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des améliorations, notamment des sociétés. J'ai repris un certain nombre de ces sociétés dans les slides que je vous ai passés ici, qui sont actives et qui sont de plus en plus actives. Tout n'est cependant pas recyclé et tout n'est cependant pas réutilisé. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que tout ce que nous apportons dans les parcs vont être recyclés. D'ailleurs, on en est aujourd'hui en Europe de façon générale, ça varie d'un État à l'autre, 46%, un peu plus maintenant, d'objets recyclés. Ça veut dire qu'il y en a encore un pourcentage non négligeable qui ne l'est pas. Oui. Oui, donc finalement, il y a quelqu'un qui se demande, dans ce cas, ne faut-il pas améliorer le design des produits pour le rendre plus facile? Oui, alors, excellent. L'éco-conception, parfait. Donc, c'est en dehors de mes compétences, donc malheureusement, je ne peux pas entrer trop là-dedans et Florian fera certainement un focus davantage là-dessus. Il est évident qu'il y a un exemple bien connu qu'un collègue mentionne toujours. Si vous voulez concevoir une machine à café aujourd'hui, bien vous allez la concevoir bien différemment que la façon dont elle était quelques décennies, avec la petite machine à café italienne, vous voyez, il n'y a que de l'aluminium quasiment, c'est conçu sans le savoir pour être recyclé. Il n'y a qu'un seul élément, c'est l'aluminium. Une machine à café aujourd'hui, elle est bourrée d'électronique, elle est bourrée de petits patchs, elle est bourrée de toute une série de matières. Elle n'est pas conçue pour le recyclage, en fait, contrairement à la machine à café italienne, qui, elle, est particulièrement bien conçue pour le recyclage. Donc, en effet, l'éco-conception, tant lors de la fabrication que pour le recyclage, c'est bien ça l'essentiel, c'est éco-concevoir dans la fabrication, c'est toute la chaîne de cycle de vie, mais également l'éco-concevoir pour qu'il soit recyclé. Et ça, c'est vrai qu'il y a sans doute des progrès à faire, plus qu'on ne l'imagine en tout cas. Ok. Merci beaucoup.